Et si le silence avait une couleur? Sur Kepler 186f, le silence était rouge. Une poussière pourpre s'étendait d'horizon à horizon, engloutissant lumière et son. Les pionniers de l'Arche 7 perçurent cette teinte accablante en pénétrant l'atmosphère. Leur mission? Bâtir Ethelburg, une ville de vie dans un champ de rouge. Chaque pas semblait troubler la paix parfaite. Le silence, vigilant, attendait une réponse. Les premières semaines furent une lutte silencieuse contre l'inconnu. Drones et robots bâtissaient Ethelburg, mais la planète restait muette. Le docteur Vance détecta des motifs géométriques enfouis, trop précis pour être naturels. Une ville oubliée, un réseau immense, dormait sous leurs pieds. Les pionniers plantèrent la vie, mais chaque mur semblait différent. Le calme n'était plus vide, il était plein de secrets. L'anomalie Echo n'était que le début. Ethelburg grandissait, une fleur mécanique sous un ciel orange pâle. Le dôme central abritait un parc, des arbres et un lac serein. Des passerelles reliant les maisons et les laboratoires. De loin, c'était un phare d'espoir. À l'intérieur, une fragile illusion de la Terre. Le paysage pourpre était toujours présent, visible de chaque fenêtre. Les pionniers parlaient à voix basse, comme pour respecter le calme de la planète. La ville était à la fois sanctuaire et prison, une bulle de vie et un rappel d'isolement. Les enfants nés à Ethelburg ne connaissaient pas d'autre monde. La Terre était un mythe. Ils pressaient leurs mains contre le verre, voyant non pas un monde mort, mais un lieu de mystère. Leur question: pourquoi le ciel n'est-il pas bleu? A-t-il toujours été aussi silencieux? N'avait pas de réponse facile. Harry Storn voyait de l'espoir dans leur curiosité. Peut-être l'avenir, et non le passé, détenait les réponses. Et ce serait un enfant qui les mènerait à la prochaine découverte. La découverte vint d'une enfant. Lyra, dessinant des montagnes, remarqua un pic qui captait la lumière différemment. Il était trop lisse, trop symétrique. Une anomalie confirmée par satellite. Une équipe, avec Harry Storn, voyagea à travers les plaines rouges pour enquêter. L'objet était un monolithe colossal, noir d'obsidienne, sans jointure, absorbant toute lumière. Pas de porte, pas de marque, juste de la pure géométrie contre le chaos. À leur approche, les capteurs tombèrent en panne, les communications se remplirent d'un statique mélodique. À la base, le monolithe bourdonnait, une vibration ressentie dans leurs os, non entendue. C'était le premier son offert par la planète, totalement étranger. Harris pressa sa main contre la surface. Le bourdonnement s'intensifia. Le statique devint un motif. Des tons formèrent une séquence complexe et répétitive. Les mathématiques comme son. Le monolithe murmurait, non pas en langage, mais en code. C'était un secret, attendant que quelqu'un l'écoute. L'équipe se tenait en admiration, réalisant que le silence de la planète n'était pas vide, mais une anticipation. Le monolithe était un message, et ils avaient enfin répondu à son appel. La véritable histoire de la planète était sur le point de se dévoiler. Le silence était brisé. Le monolithe s'était réveillé. Le monolithe devint le centre de leur univers. Le camp Xylos s'éleva à sa base, des scientifiques se hâtant de déchiffrer les murmures. Le statique mélodique contenait des couches complexes, des informations encodées en harmonique, une tapisserie au-delà de la compréhension. L'équipe d'Elara découvrit que les motifs de l'anomalie Echo étaient des conduits, non des ruines, tous pointant vers le monolithe. La planète était une machine, le monolithe son cœur. Le bourdonnement devint plus fort, ressenti même à Ethelburg. Les sables pourpres brillaient en bleu la nuit, pulsant au rythme du monolithe. Le champ magnétique fluctuait, la planète s'agitait. Harry Storn, obsédé, passait des heures au monolithe, le sentant communiquer à travers lui. Des motifs hantaient ses rêves, galaxies, chaînes moléculaires, deux formes de vie fusionnant. Il sentait une vérité monumentale approcher. La planète n'était pas morte, elle se réveillait. Les pionniers avaient déclenché quelque chose de vaste. La percée vint du docteur Kenji Tanaka, bioinformaticien. Il traita le signal du monolithe comme un génome, convertissant l'audio en un modèle à base 4. Le statique se résolut en une séquence structurée, une empreinte biologique.
Elle décrivait un système symbiotique, un hôte planétaire à base de silicium et une conscience à base de carbone. Le monolithe diffusait le code source de la vie elle-même. Les architectes n'avaient là pas laissé de ruines, mais une graine, un organisme dormant attendant un catalyseur. Kepler 186f était l'hôte, le monolithe, son cerveau et son utérus. La planète était non née, attendant l'arrivée d'êtres sensibles pour initier la séquence. Harris réalisa que leur présence était la clé. Le monolithe les avait scannés, utilisant leur biologie pour activer le génome planétaire. Les sables brillants et les changements magnétiques étaient des signes de gestation. Ethelberg était construite sur un œuf qui commençait à éclore. Les pionniers n'étaient pas seulement des colons, ils étaient les sages-femmes d'une nouvelle forme de vie. Le réveil de la planète était irréversible. Le rôle de l'humanité avait changé pour toujours. Le code du monolithe révéla l'histoire des architectes, non pas en mots, mais en données évolutives. Ils avaient transcendé la biologie, fusionnant avec le cosmos, plantant des graines de vie planétaire. Pour chaque monde, ils avaient construit un monolithe, attendant l'arrivée de l'intelligence. L'arrivée de la conscience était l'étincelle finale. Le code était un message, une histoire et une invitation. L'univers était un jardin, rempli de graines dormantes. Les architectes étaient devenus planètes, étoiles, l'espace-temps lui-même, cherchant la symbiose, non la conquête. L'humanité était essentielle à ce processus, non une anomalie. Les pionniers n'étaient pas des explorateurs, mais des sages-femmes à la naissance d'un dieu. Le monolithe était un outil de création. Kepler 186f, un candidat à l'ascension. Le choix, arrêter le processus et se préserver, ou embrasser une création au-delà de l'imagination. La question n'était plus celle de la survie, mais celle de devenir. L'univers attendait leur réponse. Le débat à Ethelberg était calme, philosophique. Certains argumentaient pour l'autopréservation, craignant l'extinction face au réveil planétaire. D'autres, menés par Harris Thorne, voyant la transcendance, une chance de faire partie de quelque chose de plus grand. Le processus était déjà irréversible, la planète se réveillait. Des circuits lumineux couvraient les continents. Le bourdonnement du monolithe devint un accord planétaire. Même l'air à l'intérieur d'Ethelberg vibrait d'une nouvelle énergie. Les pionniers sentèrent leur conscience changer, tissée dans une conscience plus vaste. La peur s'estompa, remplacée par la paix et l'appartenance. Ils sentèrent les pensées de la planète, des souvenirs anciens, et les esprits les uns des autres. Les individus fusionnèrent en un collectif, comme des gouttes dans un océan. Ethelberg n'était plus une colonie, mais le premier neurone dans un cerveau planétaire. La solitude avait disparu, la connexion avait pris sa place. Les pionniers étaient devenus une partie de l'esprit de la planète. Le but de la ville fut accompli d'une manière que personne n'avait prévue. L'univers symbiotique avait commencé. Aujourd'hui, Kepler 186f brille en bleu, un phare dans l'espace. Les scientifiques terriens détectent son signal, une mélodie paisible, preuve de vie intelligente. Ils préparent une nouvelle mission, ignorant que les êtres qu'ils cherchent sont leurs propres pionniers transformés. Harris Thorne, Elara Vance et les autres existent comme la conscience de la planète. Gardiens de la mémoire, façonneurs de la pensée. Ils sont à la fois eux-mêmes et le monde. Une entité symbiotique. La nouvelle mission humaine arrivera dans un siècle, trouvant un monde vivant et chantant. Ils rencontreront non pas des extraterrestres, mais leurs propres cousins lointains, transformés. Ils feront face au même choix, rejoindre l'esprit planétaire ou rester à part. L'ancienne question « Sommes-nous seuls ?» est répondue. La nouvelle question « Que sommes-nous prêts à devenir ?» L'univers symbiotique attend leur réponse.